partager l'écran, voir la salle d'attente. Bien. Bien, donc on continue. Admettre tout. Voilà, donc en ce qui concerne, ça c'est le bruxisme du jour. Donc il se fait surtout avec son déplacement de l'appareil de la mandibule, contrairement au bruxisme de la nuit. Le patient est inconscient, donc il n'est pas conscient du déplacement de la mandibule. Il se fait surtout avec déplacement de la mandibule, donc c'est les dents, on appelle de grincement des dents. Donc la mandibule se déplace. Ce qui est caractérise ce mouvement, c'est surtout, il se fait aussi avec des modifications au niveau de la fréquence cardiaque, une vasoconstriction digitale au niveau des mains aussi, et surtout une modification modification au niveau de l'enregistrement céphalique. Voilà, voilà, donc tout le monde est là. Très bien. Je continue. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la différence entre le bruxisme d'éveil et le bruxisme de sommeil. Si vous avez des questions, vous me posez tout de suite. Comme ça, je peux continuer. Pas de questions? Je continue. Bien. Donc, on continue de suivre le cours. Une personne qui attend. Bien, voilà. Je continue, s'il vous plaît. Alors, dans les étiologies du bruxisme, nous avons plusieurs étiologies. La première étiologie qui est la plus simple, on a décrit un bruxisme primaire et un bruxisme secondaire. Le bruxisme primaire, il est idiopathique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à localiser une étiologie apparente. Il est peut-être transitoire. Le secondaire, c'est surtout lié soit à une maladie générale, un phénomène aigu a été connu, ou bien à la prise de médicaments, des psychotiques, des drogues, qui mettent la personne dans une situation de stress. Voilà. Qu'il soit primaire ou secondaire, les manifestations sont soit un grincement, soit serrage des dents. Donc, quelle que soit l'étiologie, les manifestations cliniques sont les mêmes. Je continue. Alors, quelles sont les différentes parafonctions? Le cours, c'est les parafonctions, c'est pas seulement le bruxisme. Donc, dans le bruxisme, nous avons un bruxisme centré et un bruxisme excentré. Le bruxisme centré, c'est ce que vous faites tous les jours, les étudiants, quand vous êtes en train de suivre un cours. Vous avez la mandibule serrée, les dents en contact et les muscles qui sont crispés. En anglais, on appelle ça clenching. Le bruxisme excentré, vous trouvez X. X, ça veut dire que la mandibule qui se déplace à droite, à gauche, c'est-à-dire avec des mouvements de la latéralité. La contraction est la même aussi bien du côté droit que du côté gauche. C'est pour ça qu'on parle de contraction musculaire isométrique, c'est-à-dire avec la même longueur du muscle, et isotonique, c'est-à-dire avec la même intensité. Je continue. Si vous avez des questions, vous me les posez.
Comme ça, on ne va pas perdre beaucoup de temps. Bien. Donc, dans les manifestations cliniques ou bien les différentes parafonctions, nous avons les cas exagérés, la bricose. Bricose, ça veut dire vous avez un frottement des dents, donc contact permanent des dents, et qui se passe dans le temps, chronicité. Les manifestations sont multiples. Vous avez une perte de substance qui est importante au niveau de la couronne dentaire. Vous avez des manifestations gingivales, manifestations parodontales, une gencive de couleur claire, presque blanche, c'est dû à l'augmentation de la kératinisation. Chez l'enfant aussi, il y a un type de bruxisme, mais il est plutôt physiologique. Tant qu'on n'intervient pas, ce bruxisme, il va se manifester jusqu'à l'apparition de la première molaire. C'est pour ça que jusqu'à la première molaire, il est considéré comme étant physiologique. Pourquoi physiologique? Parce que l'enfant, de par sa nature, il est émotif, il est sensible. Donc, le bruxisme, cliniquement, on le perçoit beaucoup chez les enfants en bas âge, que leur maman est enceinte ou bien qui vient de mettre un enfant à la naissance. Donc, ils deviennent jaloux. C'est pour ça que le bruxisme se manifeste aussi. Dans les statistiques, on pense que 20% à peu près font des épisodes de bruxisme. L'étiologie de ce bruxisme, on a deux grandes étiologies. La première étiologie, c'est le facteur émotionnel, c'est-à-dire vous avez des émotions là et c'est un comportement. Ce comportement, c'est-à-dire deux personnes, on prend un exemple, deux personnes vont être soumises à des émotions. Les émotions peuvent être favorables ou défavorables, c'est-à-dire la joie ou bien la douleur. Mais euh, comment ces personnes-là vont gérer ces émotions-là, c'est là où la manifestation est différente. Donc, il y a des personnes qui gèrent bien euh, cette, euh, ce stress, ces émotions-là, il y a une adaptation. Par contre, il y a des personnes qui ne gèrent pas bien, ils vont intérioriser ces sentiments et il peut y avoir des manifestations, c'est ce qu'on appelle les composantes physiopathologiques. C'est-à-dire, il peut y avoir des maladies générales, par exemple les personnes les parkinsoniens, il peut y avoir des maladies neurologiques, les personnes bipolaires et tout, peuvent développer des signes de non-adaptation et le bruxisme peut se manifester. Bien, je continue. Si vous avez des questions, vous demandez. Non. Bien. Alors, je continue. Il y a une question. Alors, attendez, où est-ce que je vais voir là, deux questions? Bien, il n'y a pas de question. Je continue. Alors, l'éthiopathogénie, comme on vient de le voir, donc regardez les facteurs psychosociaux, euh, des auteurs différence entre tic et parafonction. Les tics, c'est des maladies neurologiques. Donc, c'est eux qui vont favoriser l'installation de parafonction. Il y a des tics, il y a des tocs. Donc, euh, s'il n'y a pas adaptation, il peut y avoir installation de cette parafonction de façon permanente. C'est-à-dire qu'on peut développer une certaine réaction à un moment donné. Quand je dis une certaine réaction, c'est-à-dire des personnes qui peuvent à un moment donné mordre sur les ongles des doigts. On appelle ça l'onychophagie. Onycho. Donc, s'ils arrivent à contrôler cette mauvaise habitude, donc cette parafonction peut s'arrêter, mais si le système nerveux central ne peut pas contrôler cette parafonction de gratter le doigt de l'ongle, donc là, elle va s'installer de façon permanente. C'est pour ça que pour Goldberg, hein, les travaux de Solberg et de Rugg, ils ont montré que l'augmentation de l'intensité des contractions musculaires elles sont liées aux événements.
aussi à des degrés de stress qui sont différents. C'est l'exemple que je vous ai donné entre deux personnes soumises au même stress. Il y a celle qui peut développer la parafonction, l'autre qui peut ne pas développer parce qu'elle est arrivée à bien gérer cette émotion. Donc, les deuxièmes facteurs, les facteurs physiopathologiques, je vous ai parlé des maladies générales telles que les troubles psychiatriques, tels que les épilepsies. Euh, Ce sont des facteurs qui vont favoriser l'installation de la parafonction. Je continue. Donc, les manifestations peuvent être au niveau de la couronne dentaire. Donc, regardez les pertes de substances et d'usure qui sont importantes au niveau de la couronne dentaire. Elles peuvent atteindre aussi la pulpe. Donc, la pulpe peut apparaître par transparence. On a remarqué que dans les statistiques, les dents qui sont atteintes en premier lieu, c'est les canines, ensuite le bloc incisif et en dernier lieu, c'est les molaires. Les manifestations, on peut les rencontrer aussi au niveau du parodonte superficiel et le parodonte profond. On revient toujours à la couronne dentaire, où en dehors de l'usure dentaire, on peut avoir des fêlures. Donc regardez, ce sont des microtraumatismes, on peut les mettre en évidence par une lumière blanche. Et vous avez l'indice de fêlure que vous connaissez, je pense que vous l'utilisez en OC. Bien, vous pouvez avoir aussi des traumatismes tels que les fractures, vous pouvez avoir des hypersensibilités au chaud, au froid, aux acides. Donc tout ça, ce sont les modifications qu'on peut avoir au niveau de la couronne dentaire. Au niveau de la racine dentaire, la racine, à chaque fois où la dent va s'écraser contre son antagoniste, la racine va venir buter contre le fond de son alvéole. La vasoconstriction du paquet vasculo-nerveux dans l'espace de Black peut entraîner une résorption de la racine dentaire. Donc voilà, comme dans le cas de cette radio, on a des résorptions. On peut avoir aussi des manifestations au niveau du desmodonte. Le desmodonte et le sément qui sont un élément qu'on retrouve aussi bien en ossé qu'en paro. Donc, il peut y avoir des hypersémontoses. Regardez sur cette photo-là. Cet épaississement des processus alvéolaires, c'est dû à la position continue du sément et ça donne comme résultat des exostoses qu'on peut retrouver chez les personnes bruxomanes. On peut aussi retrouver comme manifestation parodontale diminution de la largeur de l'espace desmodontal. Le processus alvéolaire augmente d'épaisseur, le sément aussi, et ça se fait aux dépens de l'espace desmodontal. Au niveau de la gencive aussi, vous pouvez avoir des manifestations qui sont, regardez, une gencive blanche, parce que augmentation de la kératinisation au fur et à mesure que la sollicitation est exagérée, le turnover augmente et la kératinisation aussi. On peut avoir aussi des manifestations comme des récessions. Alors, toutes ces manifestations parodontales, on peut les observer quand on a une hygiène qui est favorable. Par contre, si l'hygiène est défavorable, on peut assister à des manifestations qui sont plutôt néfastes. Vous pouvez avoir, comme on le voit sur cette photo-là, un abcès parodontal qui s'est constitué. On peut avoir des manifestations encore plus graves. Ce sont des mobilités dentaires. Pourquoi? Parce que la réaction inflammatoire a entraîné le culot enzymatique au niveau en profondeur et ça entraîne une destruction osseuse. On peut avoir aussi des déplacements dentaires qui sont surtout d'origine de maladies parodontales. Je continue. Bien, ça concerne les modifications au niveau de la cavité buccale. Les manifestations, on peut aussi les observer au niveau des muscles de mastication. Donc, premières manifestations, c'est l'hypertonie. L'hypertonie, c'est-à-dire le patient, il va se lever le matin, il va parler surtout de spasmes, de douleurs, de sensations de fatigue. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le muscle. À force de travailler, il va se fatiguer et comme manifestation, il peut avoir des douleurs, des spasmes musculaires. C'est tout à fait normal. Un muscle, si vous vous rappelez de vos cours de sciences de terminale, il y a la libération de l'acide lactique, qui est le produit de l'oxydation. Vous vous rappelez un petit peu de vos cours de chimie analytique, la bêta-oxydation, vous allez avoir libération de l'acide lactique qui est toxique pour les muscles et ça va entraîner des
des spasmes, ça va entraîner des crampes musculaires. Tout ça, c'est lié à l'hyperactivité. On peut aussi avoir comme manifestation augmentation de volume. Regardez le masséter chez cette patiente, il est augmenté de volume. Ça, c'est dû à la sollicitation continue des muscles masticateurs. Alors, aussi, qu'est-ce qu'on peut avoir comme manifestation Manifestation secondaire. Euh, euh, Elles sont moins fréquentes, hein. Ce sont les douleurs articulaires. N'oubliez pas, quand on a parlé de dames, on a dit que dans les étiologies, ça peut être, le bruxisme peut être un des facteurs étiologiques du dame. Donc, au début, c'est-à-dire chez le bruxomane, il n'y a pas ces manifestations de douleur. Euh, mais quand le passage du bruxisme vers le DAM, c'est là où nous allons avoir les douleurs articulaires qui vont se manifester. Donc ces douleurs vont se différencier en fonction de leur fréquence, l'intensité. Ça peut varier d'une épisode à une autre. On peut aussi avoir des manifestations audibles telles que les bruits articulaires. Maintenant, pour ce qui est des traitements. Donc, les traitements qu'on vient de le mentionner, vous avez la composante psychologique. Donc, ça nécessite une prise de conscience de la composante psychologique. Ça peut être aussi une physiothérapie, une pharmacologie et aussi un rétablissement de la hauteur de la couronne dentaire. Donc, premièrement, pour la prise en charge psychologique, c'est-à-dire le stress. La prise en charge psychologique, on commence surtout par la prise de conscience. Il faudrait que le patient, puisque c'est un bruxisme qui peut se faire la nuit alors que la personne est inconsciente, n'oubliez pas que la contraction est involontaire. Donc, la première des choses, il faut que la personne se rende compte qu'elle est en train de crisper sa mandibule. Pour pouvoir la contrôler, dans un second temps, faire la relation entre la crispation et le profil psychologique. C'est-à-dire si la personne est décontractée, si elle passe par des périodes de problèmes, s'il y a le plus important à comprendre que si le bruxisme, le DAM, c'est quand il y a rupture de l'équilibre de l'appareil mandibucateur. Donc, cette approche psychologique, il y a ce qu'on appelle les thérapeutiques cognitivo-comportementales, c'est-à-dire vous avez la composante psychologique peut être altérée par la prise. Tout à l'heure, on a vu prise de médicaments, prise de neuroleptiques. Donc, la personne, prise d'alcool, de tabac. Il faudrait que la personne arrive à contrôler ces stimulateurs qui empêchent la personne de dormir et de se relaxer. Alors, la question, la différence entre un tic et une parafonction, le tic est une parafonction. Il n'y a pas de différence. Puisque le tic, vous allez utiliser l'appareil mandibucateur, vous allez utiliser la langue, vous allez utiliser les dents, vous allez ouvrir la bouche. Si c'est une grimace qui n'est pas répétée, c'est juste une grimace. Mais un tic, dans sa définition, il se répète. Le TOC, c'est les situations extrêmes. Hein. C'est quand le contrôle par le système nerveux central est impossible, c'est là qu'on parle de TOC. Bien. Donc, la première thérapeutique cognitivo-comportementale, donc faire une prise de conscience, essayer de contrôler les différents stimulateurs qui empêchent le sommeil et surtout améliorer la position de sommeil. Il faut toujours que la tête soit placée dans le prolongement de la colonne vertébrale sur le côté droit pour tic, par exemple, succion de pouce. Oui, tic, par exemple, grimace. Je te dis bonjour, par exemple. Hein, il y a certaines personnes, vous dites bonjour pour montrer qu'elle est contente, elle fait sortir la langue. Donc, voilà, ce genre de... C'est dans l'état de conscience. Non, on ne les contrôle pas. Ça se passe pendant le jour et on a parlé de bruxisme de jour. Sans dire le bruxisme du jour, c'est quand vous faites une grimace qui se répète tout le temps.
D'accord, voilà. Donc je continue. C'est dans l'état de qu'est-ce qu'on appelle conscience? Ça veut dire qu'on est éveillé, d'accord? Mais la personne n'arrive pas, c'est consciente mais involontaire, d'accord? Bien, donc je continue. Si c'est favorable, je continue. Bien. Donc, quelles sont les différentes thérapeutiques? Le biofeedback. Le biofeedback, euh, ça concerne surtout le bruxisme du sommeil. Donc, on branche la personne sur un appareil électronique et quand elle va commencer à bruxer, tout à l'heure on a dit que le bruxisme, vous avez augmentation de la fréquence cardiaque, vous vous rappelez, et on a dit augmentation de l'activité de l'encéphalo, de l'encéphale. Une seconde, je coupe une seconde, je reviens. Voilà, je suis de retour. Euh, porter des prothèses à cause des tics. Il y a des gens qui ne peuvent pas porter des prothèses à cause des tics. Non, il faut toujours là changer la nature des dents. C'est-à-dire, si la personne elle demande des dents en porcelaine, on ne peut pas mettre des dents en porcelaine supérieures et inférieures. C'est-à-dire au niveau des dents qui rentrent en contact, on met en résine et en porcelaine. Mais rétablir la DVO, on va voir tout de suite dans le traitement, est systématique. Rétablir le nombre d'organes dentaires est systématique. Donc je reviens toujours. Tout à l'heure, on a dit pendant le sommeil, on a dit qu'il y a augmentation de la fréquence cardiaque, on a dit qu'il y a modification de l'activité de l'encéphale. Donc, cette personne, le biofeedback, on branche cette personne sur un appareillage et avant que les fréquences cardiaques augmentent, ça va donner un signal pour la réveiller. Donc, la personne ne va pas bruxer des dents. Voilà. Mais ce dispositif, on le met pour courte durée, sinon on va empêcher la personne de dormir. Voilà l'inconvénient de cette technique. Nous avons une deuxième technique qui est l'hypnose. Donc l'hypnose aussi, ça permet à la personne de retrouver l'étiologie de son bruxisme. Donc ça fait dormir la personne pour retrouver les émotions cachées, les exprimer. Et c'est comme ça que la personne peut se libérer de cette tension psychique. Nous avons d'autres procédés, on les a vus la dernière fois, tels que l'application de chaleur ou bien l'application de froid, c'est pour soulager ou bien éviter les raideurs au niveau des muscles. Il y a aussi un apport pharmacologique tel que certains benzodiazépines et aussi, vous savez, la toxine botulique, c'est-à-dire le Botox. Le Botox, il est toxique pour les muscles, ça va entraîner un spasme, c'est-à-dire ça va bloquer l'activité voilà, la conduction nerveuse et c'est comme ça qu'on peut euh, lutter contre la contraction exagérée de ces muscles. Sur le plan odontologique, c'est-à-dire au niveau dentaire, vous avez rétablir la DVO, c'est-à-dire traiter les usures dentaires importantes. Vous avez aussi, on peut rétablir la DVO par ce qu'on appelle la gouttière occlusale. La dernière fois, je vous ai parlé de procédés d'inhibition de l'occlusion, les inhibiteurs d'occlusion. Je continue. Donc, dans les traitements, l'approche non invasive, les gouttières. Les gouttières ont plusieurs objectifs. Le premier objectif de la gouttière, c'est surtout euh, rendre compte, une seconde, j'arrête. Je reviens. Donc, les gouttières ont pour but surtout de faire prise de conscience à la personne euh, qu'il y a quelque chose qui est là, qui ne doit pas faire rentrer les dents en contact. Ça permet aussi d'isoler le contact des dents entre elles, donc il n'y aura pas cette perte de substance. Ça permet aussi de redistribuer la composante occlusale sur le maximum des dents. Ça permet aussi de traiter les douleurs musculaires. Alors, les douleurs musculaires, puisque ça va inhiber les récepteurs de douleur.
Ça permet aussi de diminuer, de replacer l'articulation mandibulaire au niveau de la cavité glénoïde. Et surtout, on parle d'effet placebo, c'est-à-dire que c'est une gouttière qui n'est pas thérapeutique, mais la personne, la composante psychique est tellement importante qu'elle se sent bien d'avoir en bouche. Elle a l'impression qu'elle a été prise en charge. Voilà les avantages de la gouttière. Sur le plan odontologique, voilà, toujours vous avez différents types de gouttières. La première gouttière laquelle nous allons parler, c'est la gouttière NTI-TSS, Nociceptive Trigeminal Inhibition Tension Suppression System. Voilà, c'est une gouttière qui est partielle. On la place au niveau antérieur seulement et les régions postérieures ne sont pas en contact. C'est pour ça que c'est dans le temps, il faut qu'elle soit courte, sinon on risque d'avoir des égressions au niveau des dents. Aussi, comme avantage, elle permet de rétablir les pertes de substances dentaires, elle permet de répartir les forces occlusales de manière équilibrée sur toutes les arcades dentaires. Chez l'enfant, tout à l'heure je vous ai dit que chez l'enfant, il est physiologique, c'est pour ça qu'on ne traite pas, juste on surveille. S'il va au-delà de l'apparition de la première molaire, c'est-à-dire 7 ans, c'est là où on va faire surtout une prise en charge cognitive, c'est-à-dire essayer de connaître l'étiologie de son émotion et par la suite, elle disparaît. Il va y avoir la maturation psychologique chez l'enfant, la stabilité surtout. Si ça va au-delà, c'est là où on oriente le patient chez un psychologue. Bien. D'autres parafonctions, la pulsion linguale, les étiologies, parfois la personne peut garder la bouche ouverte pour respirer parce que nous avons infection des voies respiratoires. Ça peut être à des habitudes orales ou bien chez certaines personnes lorsque la taille de la langue, par exemple chez les trisomiques, la taille de la langue est importante et elle est rejetée à l'extérieur. Comme conséquence de la pulsion linguale, vous allez avoir une disharmonie dentomaxillaire. C'est normal. Vous allez avoir une difficulté à la croissance entre maxillaire et mandibule, donc une anomalie de la croissance crânio-faciale, une hauteur de gencive attachée qui n'est pas suffisante. Donc, vous allez avoir cette brièveté au niveau de la lettre supérieure parce que la personne aura tendance à rechercher de fermer la bouche. Donc, les muscles de la houppe du menton qui sont aussi contractés, ça entraîne des douleurs et des contractions au niveau des élevateurs. L'onychophagie aussi, elle peut avoir comme manifestation, donc c'est l'acte de ronger les ongles. Elle peut être légère, mais parfois elle peut être très importante. Elle peut être liée à des saignements, des blessures, des infections. Généralement, c'est un tic qui est fréquent. On le retrouve chez 30% de la population. On peut avoir d'autres manifestations des névroses. Donc, regardez, la première fois, vous avez dans la 3.1, nous avons, attendez, je reviens au début, nous avons 3.1 le bruxisme, 3.2 les névroses. Donc, toujours dans les névroses, nous avons l'onychophagie. On a cité aussi le mordiment des joues, des lèvres et des objets. Et les mordiments des joues, ça peut entraîner des accidents tels que le mordiment de la langue. Parfois, ça entraîne une blessure au niveau de la langue. Ça peut entraîner aussi des blessures au niveau de la lèvre inférieure. Ça peut aussi des mordiments des muqueuses de la joue. On peut avoir aussi comme névrose l'interposition d'un corps étranger entre les dents telles que le crayon, une pression qui va s'exercer de façon continue au niveau de l'organe dentaire. Toujours, on peut avoir aussi d'autres habitudes dans les parafonctions, la succion du doigt, la succion du pouce,
Ça peut être un doigt, ça peut être deux, comme ça peut être plusieurs. Il peut y avoir la tétée du linge. On voit des bébés qui ont besoin de mettre, de sentir le linge de la maman pour dormir. Dans ces cas-là, c'est très facile de traiter ces cas-là qui sont moins importants euh, euh, par rapport. Est-ce que vous me suivez toujours? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Très bien, voilà. Donc, je continue. Donc, pour le mordiment d'un linge, il est court dans le temps et facile à contrôler. Par contre, ce qui est le mordiment des doigts, on demande à la maman de placer une tétine, donc une sucette, ce qu'on appelle une tétine. Elle va avoir comme objectif de remodeler les processus alvéolaires et aussi de la voûte palatine. Dans les parafonctions, on peut avoir des habitudes professionnelles comme le tapissier qui met toujours soit mettre ruban pour prendre les mesures, comme ça peut être le cordonnier qui va placer les clous entre les dents. Donc, le plus important chez les bruxomans, c'est la prise de conscience. Donc, faire prise de conscience pour essayer de contrôler, pour essayer de comprendre, de contrôler et de comprendre l'intensité de cette composante psychologique. Si elle est contrôlable, donc c'est une phase transitoire. Si ça dépasse le contrôle, il vaut mieux voir un psychologue. Voilà, si vous avez des questions, je vous donne 30 secondes et on passe au cours suivant. OK? Donc, on passe au cours suivant. Très bien. Bien, donc le cours suivant, ça concerne les thérapeutiques. C'est pour ça que j'essaye de le faire de façon enchaînée. Ça va nous permettre de gagner du temps. Donc le cours suivant, ça concerne les stratégies thérapeutiques. Je vous ai mis au départ, est-ce que vous avez reçu mon email et mon numéro de téléphone pour le Viber? Répondez-moi s'il vous plaît. Non? Donc je vais vous mettre au fur et à mesure que je suis le cours. Mon email et mon téléphone. Si vous avez des questions, vous les postez. Comme ça, la prochaine fois, pour ne pas perdre du temps, j'enchaîne directement en répondant aux questions. Ça va nous permettre de gagner. Donc voilà, c'est la même adresse pour mon email que pour ma page Facebook. Et pour le Viber, voilà, vous pouvez me contacter sur ce numéro-là. Vous écrivez vos questions. La prochaine fois quand je fais les cours, j'explique en fonction des questions que vous avez posées. Comme ça, on pourra enchaîner ce qui est important pour vous. Vous êtes en troisième année et la pathologie occlusale est importante. C'est-à-dire qu'elle peut paraître un petit peu difficile par rapport aux connaissances que vous avez eues jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, on va parler des stratégies thérapeutiques. Ça veut dire quoi stratégie thérapeutique? C'est-à-dire pour choisir un traitement, nous avons plusieurs façons de faire. D'accord? Donc nous allons juste décrire aujourd'hui quels sont les différents moyens qui vont nous permettre de traiter la pathologie occlusale. Au départ, je vous ai dit que l'appareil stomatognatique peut être sujet à des maladies. Donc, l'appareil stomatognatique est composé de dents, d'ATM, de muscles. Le tout sont coordonnés par le système nerveux central. D'accord? Donc, très bien. Donc, les personnes qui attendent, je les ai, ça y est, acceptées. J'ai accepté tout le monde. Bien. Je continue. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit non.
Non quoi? Non quoi? D'accord, ok, non. Non quoi? Il faut me préciser non quoi? Non pour? Ça y est, je l'ai envoyé l'adresse, vous l'avez reçue en principe. Allez-y dans la conversation de groupe, vous la trouvez. Vous avez mon adresse email et mon téléphone. Donc je continue s'il vous plaît. Donc je vous ai dit que le système somatognatique composé d'ont, ATM et muscles. Ces trois composantes, comme le système nerveux central, peuvent être euh, sujets à des maladies. Au niveau de l'organe dentaire, on appelle ça le trauma occlusal. Au niveau des muscles, ça peut être soit un dame musculaire, comme ça peut être un bruxisme. Par contre, au niveau de l'ATM, on peut avoir un dame articulaire. Donc voilà, dans la stratégie thérapeutique, comment nous allons intervenir au niveau de ces trois éléments. Alors, il me reste 4 minutes, donc je ne sais pas si je peux enchaîner sur une autre séance. Si vous êtes d'accord, on enchaîne, sinon on reporte on laisse. J'ai envoyé mon adresse électronique. Je l'ai envoyée, allez-y vers conversation de groupe, vous la trouvez. Allez-y vers conversation de groupe, vous la trouvez. Ça y est? Non, il n'y a pas madame. Si, je l'ai envoyé. Allez-y vers conversation de groupe. D'accord. Allez-y, écrivez Boudinar. Boudinar. Collé, hein? Lawaria. L-A, tout est collé. L-A-H-O-U-A-R-I-A. @yahoo.fr. Pour le téléphone, c'est 06 61 45, oui, 67 96. Très bien. Donc, si vous êtes fatigué, on arrête et je continue dimanche. Si vous n'êtes pas fatigué, je continue. Faites-moi signe, comme ça, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui ont prévu autre chose. Oui, madame, on arrête. Allez-y, je vois le vote. S'il y a beaucoup de personnes qui disent on arrête, j'arrête. S'il y a 2 ou 3 personnes, je continue. Les gens de Biskra, il ne faut pas sortir, hein, le corona est bien déclenché. Oui, on arrête, allez-y, combien on arrête? Combien on arrête? Allez-y, donnez-moi le chiffre, combien on arrête? Oui, le but, c'est de ne pas faire un cours et se débarrasser. Le but, c'est qu'il y a un échange, une réciprocité. Mais dimanche, ça va être 2 séances. Oui, oui, bien sûr, moi je suis très... je vous remercie de faire l'effort d'assister, c'est pour ça que je vous demande votre avis. D'accord, il y a beaucoup, on arrête. D'accord, je vais vous demander quelque chose si vous voulez bien. Oui? Bien. Essayez de lire le cours. Il y a beaucoup de détails dans le cours. Le but, c'était de vous donner le maximum d'informations. Mais je vais vous expliquer juste ce dont vous avez besoin par rapport à un étudiant de 3e année, puisque la pathologie occlusale, on va la reprendre en 5e année en paro. D'accord? Donc, essayez juste de lire le cours si vous voulez. Vous posez des questions et je vais essayer de répondre à vos questions en expliquant le cours. OK? On fait comme ça? Allez-y, profitez bien de votre après-midi. Je vous remercie encore. S'il vous plaît, faites attention à vous. C'est vrai qu'on est en train de suivre le cours, mais faites attention à votre santé. Je ne veux pas entendre que l'un de vous est malade ou bien il est arrivé quelque chose de méchant pour lui ou bien pour ses parents. N'oubliez pas, vous êtes responsable de vous et de vos parents, vous êtes médecin. Oui? Allah yahfad comme vous aussi. Dimanche, Inch'Allah. Au revoir. Si vous avez quelque chose, vous me le dites tout de suite. Nous avons encore 20 ou 30 secondes, quelque chose que je peux vous préparer pour dimanche.
Bien. D'accord. S'il y a quelque chose, vous me la postez